Bonjour tout le monde, c'est David. Encore une fois, nous allons continuer avec le travail de la 5e République. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons envisager les sujets qui portent sur l'après de Gaulle, c'est-à-dire l'héritage gaulliste que nous allons voir représenté sous deux figures, notamment la figure de Georges Pompidou, qui avait été le président du Conseil des ministres pendant la présidence de Gaulle, et aussi Valéry Giscard d'Estaing. Pour nous situer, il faut se rappeler qu'on s'était arrêté au moment du départ de Charles de Gaulle, quand il a perdu son référendum autour de la question de la régionalisation de la France, de la décentralisation, de ces projets de décentralisation politique, qu'on a largement parlé en fait dans la dernière vidéoconférence. Sa démission provoque donc la nécessité de faire appel à un nouveau président de la République et donc à reconstruire la structure gaulliste et de la droite, notamment en France. Donc, au départ de Gaulle, en avril de l'année 69, il va y avoir la convocation des nouvelles élections en juin, des élections qui vont être remportées par Georges Pompidou. Georges Pompidou représente donc une sorte de ligne de continuité avec Charles de Gaulle, étant donné que c'est les dauphins du général. Et les dauphins dans le sens qu'ils représentent la version jeune, la version moderne du gaullisme. Georges Pompidou, qui compte d'une large popularité à cause aussi de sa vie sociale et de son action personnelle aussi, au-delà d'être un homme politique de premier ordre, observez que son septennat sera interrompu par sa mort, en fait, et donc il ne sera au pouvoir que 6 ans. Quelles sont les idées clés des années Pompidou, c'est-à-dire de la présidence Pompidou, de cette première partie de l'héritage gaulliste? Bon, d'abord, il faut compter sur l'idée de modernisation, elle est très importante. Ok. En fait, un projet partagé avec le gouvernement du président de la République et du gouvernement, présidé ou dirigé par Chaban-Delmas, un autre gaulliste, on appellera à cette nouvelle société une manière d'adapter les transformations et les changements qui ont été mis en place, notamment par les chauds mai 68, qui proposera le changement des mentalités avec de mesures et avec de projets modernisateurs d'une nouvelle société, c'est-à-dire d'adapter la France, une France qui est encore très attachée aux réformes et aux mesures mises en place après la Deuxième Guerre mondiale, l'adapter, la flexibiliser, moderniser le marché du travail, notamment moderniser les mesures, le rôle de l'État-providence, dans l'État del Benestar, et tout cela sera, on peut dire, appelé sous la forme d'un euphémisme qui sera la nouvelle société. Donc, le pays s'engage dans la voie, on peut dire, de la modernisation. Observez aussi que c'est une manière de justifier les changements de paradigme qui se passent ou provoqués par le mai 68, c'est-à-dire moderniser la société, c'est d'ouvrir la société aux nouvelles générations, les générations qui sont le produit du baby-boom des années 40 et 50 et qui ont joui de la grande croissance économique, du bien-être matériel provoqué les mesures mises en place après la Deuxième Guerre mondiale. Pour mettre en place cette modernisation, Georges Pompidou, il s'engage à travers son action de président de la République avec le soutien de la majorité parlementaire dirigée par Chaban-Delmas notamment. Il commence ce qu'on appelle l'assouplissement du poids de l'État. C'est-à-dire mettre en place ces projets dont De Gaulle avait échoué à travers le référendum de l'année 69 et qui avait provoqué sa démission. Assouplir le poids de l'État, ça veut dire le rendre plus léger. Enlever de la participation de l'État dans les affaires sociaux, dans les affaires économiques.
ce qu'on appelle une décentralisation, mais aussi une libéralisation de l'État, c'est-à-dire, on peut dire une décentralisation de l'État, une libéralisation de l'économie, ce sont des projets qui vont dans la main en fait. Donc, cette modernisation, elle commence à travers d'un principe que c'est le principe de libéraliser l'économie, décentraliser les pouvoirs, rendre l'action politique, économique plus légère, dans le sens que beaucoup plus d'initiatives privées puissent entrer et participer en concurrence, notamment avec l'État, de ces nouvelles projets. Et dans le même sens, ok, si on assouplit sur l'État, les poids de l'État, la participation de l'État, de la République en France, c'est aussi à cause d'un procédant changement qu'on appellera la tertiarisation de la société. Tertiarisation, ça veut dire des changements sociaux très importants. Tertiarisation de la société, ça veut dire que le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services, va prendre les poids les plus importants dans l'économie de la société française. Ça se passe également de la même façon dans tous les pays de l'entourage européen ou capitaliste ou développé au niveau économique. On voit que le secteur primaire, l'agriculture, etc., les secondaires, l'industrie, vont perdre du pouvoir, du poids dans le développement économique du pays. On entre donc dans la phase de tertiarisation de l'économie, de l'entrée des services dans la croissance économique du pays. Bref, on peut dire que après avoir vu ces idées clés des années Pompidou, la modernisation, l'assouplissement du poids de l'État, décentralisation, libéralisation et le procès de tertiarisation et les changements sociaux que cela provoque, on parle de Georges Pompidou comme un gaulliste parce qu'il continue avec les idées que De Gaulle avait déjà mises en place, mais un gaullisme modernisé et jeune. Okay. On connaît tous, par exemple, vous l'avez visité, je pense, ça fait pas longtemps, le Centre d'art contemporain Pompidou. Et à la mort du président, l'année 1974, on a pensé de rendre hommage à ces présidents qui étaient aussi quelqu'un qui soutenait beaucoup les arts, la création artistique, était très engagé à tous ces mondes artistiques. En parallèle, il est important de noter que la démission, donc l'échec, on peut dire, de Charles de Gaulle, provoquera une forte réorganisation aussi à gauche. C'est pour cela qu'en juin 1971, quand Pompidou il est déjà le président de la République, la gauche, notamment dirigée par ce qui reste de la SFIO, la section française de l'Internationale ouvrière qu'on connaît déjà, en juin 1971 va organiser les congrès d'Épinay dans lesquels on va transformer la SFIO avec des autres mouvements de partis de gauche dans les partis socialistes français. C'est un triomphe d'une figure, une figure qu'on connaît déjà parce qu'il avait aussi fait la concurrence à Charles de Gaulle, l'année 65, mais aussi il avait aussi fait une certaine concurrence à Pompidou dans les élections de l'année 69. Mais Mitterrand, finalement, il va réussir l'union de la gauche. Le Parti socialiste est créé l'année 71 et avec cela, on proclame comme une nouvelle période pour ces partis qui sera dans les années 80 notamment et 90 un parti hégémonique en France. Mitterrand, comme je viens de dire, va prendre le rôle de chef principal de cette gauche autour du Parti socialiste qui existe encore aujourd'hui. Important, tous ces changements qu'on vient de parler, ces transformations économiques, sociales, engagées, la modernisation de la société, l'assouplissement du poids de l'État, la tertiarisation, tout cela se passe dans un contexte de forte crise économique, ce qu'on appelle la crise du pétrole. Okay.
Dans les années 70, il y a un bouleversement économique mondial qui va mettre en danger tous les accords précédents, tous ces accords liés à la figure de l'État, l'État-providence mis en place à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette crise économique, elle va bouleverser les structures sociales et économiques et elle va donc provoquer que les économies du monde développé, notamment, doivent se tenir à des nouveaux projets qui portent basiquement sur les principes qu'on vient de voir chez la présidence de Pompidou. Donc, ce sont des années, vous observez bien, si vous observez la graphique, on voit comment l'année 73, il y a une forte crise représentée ici par la chute de la croissance du produit intérieur brut en pourcentage. Donc cette graphique, elle illustre un temps de croissance à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, d'abord, de l'année 45 jusqu'à l'année 73, mais puis une crise qui va marquer, qui va signifier ou bien une décroissance économique très importante en valeur absolue, mais aussi une croissance à partir de cette crise très, très ralentie, okay, qui en fait durera jusqu'au moment de la bulle spéculative du début du XXIe siècle, qui va éclater aussi, en signifiant quelque chose pareil, l'année 2008. Okay? Donc, il faut savoir que toutes ces réformes de l'État, tout cet assouplissement, cette manière de rendre plus flexible la participation et les poids de l'État se passe dans une circonstance concrète et spécifique. Et c'est la crise du pétrole, ce qu'on appelle la crise du pétrole des années 70. Pompidou, comme je vous ai déjà dit, mort à cause d'une maladie. Ok, l'année 74, des nouvelles élections sont proposées. François Mitterrand, il a presque réussi la victoire, mais c'est finalement encore un autre héritier, un autre dauphin de Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, qui va remporter la victoire électorale présidentielle l'année 74. Les gaullismes continuent donc, mais on voit déjà un affaiblissement. Cependant, ce sera Valéry Giscard d'Estaing donc qui va remporter les élections présidentielles et qui va débuter un nouveau septennat. Un septennat qui est marqué par la continuation de cet héritage gaulliste, par aussi, on peut dire même, la radicalisation des mesures déjà proposées légèrement par De Gaulle dans ces dernières années, Pompidou à sa continuation. Mais Valéry Giscard d'Estaing donc sera le président qui va mettre sur la table la forte libéralisation de l'économie française et donc le fait d'embrasser la tertiarisation de l'économie. Quelles sont donc ces idées clés des années Giscard d'Estaing? On parle notamment d'une continuation dans les procès de libéralisation de l'économie, c'est-à-dire d'embrasser le néolibéralisme, c'est une nouvelle manière de comprendre le rôle de l'État qui casse avec l'idée de l'État-providence, l'État qui doit fournir des nécessités basiques à la citoyenneté, à la population. Au lieu de ça, un nouveau esprit d'entrepreneur, de croissance personnelle qui doit accompagner les triomphes dans le travail, dans la richesse, etc. etc. Voilà, c'est présent dans ces années, et notamment dans les années Giscard d'Estaing. La libéralisation de l'économie, elle va accompagner aussi des mesures qui sont des mesures très populaires en fait et qui vont permettre de trouver les bilans, l'équilibre de la popularité de Giscard d'Estaing. On parle notamment d'une mesure, la majorité à 18 ans, c'est-à-dire les Français vont devenir des adultes à 18 ans. Cela veut dire par exemple de participer dans la vie politique, de voter dans les élections, etc. Mais aussi une mesure très importante dont je vous parlerai plus tard, c'est l'interruption volontaire de la gestation, la IVG, et voilà, qui signifie donc la loi de l'avortement en France. Il faut parler, quand on parle de Giscard d'Estaing, de la présidence du septennat Giscard,
Il faut parler aussi de comment ce président de la République a essayé de mettre en place un renouvellement de l'image et les styles présidentiels, très inspiré par le président américain, un peu le président attrape-tout, un peu le président médiatique qui domine et contrôle les situations de communication. C'est donc une version jeune et modernisée de Charles de Gaulle aussi, mais Valéry Giscard d'Estaing va mettre en place donc une manière de faire très particulière qui va faire connaître tout le monde les présidents, mais en même temps qui va aussi provoquer des crises et des divisions au sein de la droite. Et c'est en fait à cause de sa forte volonté de tout personnaliser, de tout diriger, qui va forger des ennemis comme Jacques Chirac par exemple, qui était son premier ministre, qui sera le président de la République quelques années plus tard, en fait 2 décennies plus tard. Mais c'est là, il faut savoir, que divise la droite. Et donc la forte personnalisation du pouvoir politique de la présidence de la République de Giscard d'Estaing va donner des ailes, va donner des nouvelles possibilités au Parti socialiste de Mitterrand. Une référence, comme je vous ai déjà dit, à la loi de l'interruption volontaire de la gestation, connue comme la loi Veil, comme le nom appartient à Simone Veil, qui était la ministre de la Santé du gouvernement des années 70. La loi Veil, qui est mise en place en l'année 1974, organise la dépénalisation de l'interruption volontaire de la gestation. Et cela signifie bien évidemment une grande victoire relative aux droits de la femme. Une victoire qui, je vous pose 2 questions un peu ouvertes, ok, on peut la discuter par vidéoconférence aussi si vous voulez, mais c'est une victoire des droits de la femme est quand même un miroir d'une mutation sociale, donc la matérialisation d'un changement social qui est en train de se passer en France et dans les mondes développés en général. C'est aussi le symbole d'une nouvelle société. C'est des sociétés qui avaient été proposées par Chaban-Delmas pendant les années Pompidou. La France, elle doit se moderniser, elle doit changer ses structures sociales, ses hiérarchies traditionnelles, le patriarcat, etc. Donc la femme, un peu libérée, mais libérée d'une façon beaucoup plus sincère, dans le sens qu'elle va être la maître de son corps, de sa gestation. Okay. Et c'est ce qui est derrière de cette loi, qui est très important pour comprendre l'évolution des droits de la femme en France. Une femme qui votait depuis seulement 30 ans. Okay. Il faut se rappeler que la première élection où la femme française a voté, ça a été en 1946, les élections constituantes de la 4e République. Mais bon, cette loi est donc un facteur majeur, un événement majeur de l'histoire du XXe siècle français, dans le sens que c'est une première grande victoire relative aux droits de la femme française en ces cas-là. Et jusqu'ici, la vidéo. Ok, la vidéo suivante nous portera sur la victoire finalement de Mitterrand du Parti socialiste lors des élections présidentielles de l'année 81 et vidéo dans laquelle on parlera des 2 septennats, des 14 ans de Mitterrand au pouvoir. Et bon, je vous dis au revoir, à tout à l'heure et voilà, ciao.